Distribution inégalitaire de résultats. Schéma d'optimisation fiscale. Attention. Vous voyez bien que dans mes schémas, le donateur est minoritaire en capital, mais majoritaire en droit financier, en droit aux dividendes. Donc, où est l'économie fiscale? Il n'y en a pas. Par contre, si je ne transmets pas à mes enfants et que je reste majoritaire en capital et que je décide d'une distribution inégalitaire au profit de mes enfants, vous voyez bien que ici, je transmets un patrimoine à mes enfants. Sans droit de mutation à titre gratuit. Ils pourront bien sûr payer le dividende s'il s'agit d'une société à l'IS au PFU, mais on transmet un patrimoine en franchise de droit. Donc l'administration fiscale a tenté d'attaquer. Et on va voir quelle était la réaction de la jurisprudence favorable aux contribuables, mais pour autant, moi je dis, pas faire. Il ne faut pas faire parce que, visiblement, si la motivation économique ne l'emporte pas sur la fiscalité, on est en plein dans l'abus de droit pour but principalement fiscal. Voilà. Donc, 1. La distribution inégalitaire du dividende. 2. L'affectation des bénéfices en réserve, puis la distribution du dividende au profit des nus propriétaires. Bon, parce que selon la jurisprudence, tiens, voilà, vous voyez, on saisit des décisions jurisprudentielles pour essayer de tenter de diminuer l'impôt. Moi, je trouve ça très fragile, très très fragile. C'est pour ça que je vous invite à partir des objectifs du client. Si les schémas s'inscrivent dans les objectifs économiques qui visent à la pérennité de l'entreprise familiale, bien là, on écarte l'abus de droit. Si je saisis une décision de jurisprudence pour contourner une règle fiscale, là, ce n'est pas mon métier. Voilà. Parce que selon la jurisprudence, à qui appartient le dividende? Donc deux jurisprudences qui disent que les sommes prélevées sur les réserves reviennent aux nus propriétaires. Donc on a une jurisprudence de la Cour commerciale, de la Chambre commerciale et l'autre de la Chambre civile. Et puis on attend une troisième décision mixte, mais bon. Mais chez moi, je ne fais pas ça. Je ne mets pas cette règle-là dans les statuts. Je définis, ma pratique, c'est de définir les droits financiers en cas de démembrement de propriété. Donc en cas de démembrement de propriété, je dis que le droit financier de l'usufruit est de temps, le nu propriétaire est de temps, sauf décision contraire. Voilà. Et enfin, le cas d'usufruit sur le dividende distribué en espèces. Donc on peut le prévoir selon la chambre commerciale, mais pas selon la chambre civile. Bon. Optimiser la transmission, donc voici les trois schémas. Distribution inégalitaire du résultat. Alors, possibilité de procéder à une distribution inégalitaire du résultat. Ça, le Code civil le dit, du 144.1 du Code civil, la part des bénéfices et des pertes est à proportion du capital, le tout sauf clause contraire. Donc, on ne vient pas me dire que c'est de l'abus de droit fiscal. Puis, également, alors, même pour la SAS, qu'il y ait des actions de préférence ou non, on peut procéder à une distribution inégalitaire selon la règle du Code civil, mais en plus, on peut recourir aux actions de préférence. L'action de préférence, ce n'est pas spécifique à la SAS, c'est aux sociétés par action, dont la SAS. Donc, le Code civil, donc disposition générale à toutes les sociétés, la part de chaque associé dans les bénéfices est à proportion de la part dans le capital social, sauf clause contraire. Alors, inapplicable à la société anonyme et la société en commandite par action, en principe, parce qu'une action égale un dividende avec la possibilité d'une majoration statutaire de 10%. Mais maintenant, on peut très bien, depuis la loi Pacte,
aménager les statuts d'une société anonyme avec des actions de préférence pour ici avoir des répartitions inégalitaires, non pas entre associés, mais entre actions de préférence. Mais on arrive au même résultat. Si moi, je détiens des actions de préférence de catégorie A qui me donnent 10 droits financiers et que l'autre associé n'a que des actions ordinaires qui donnent à un droit financier, on a bien une répartition inégalitaire entre catégories d'actions, mais indirectement entre actionnaires. Et on a tout intérêt à prévoir les répartitions inégalitaires dans les statuts, parce que sinon, il faudra une décision unanime, vous savez ce que j'en pense, avant la clôture de l'exercice. Donc il faut que tous les associés décident d'une distribution inégalitaire avant de savoir quel sera le montant du bénéfice et du dividende. Donc voilà certaines jurisprudences. Donc, mais s'il y a autant de jurisprudence, c'est que les répartitions inégalitaires du résultat ont été contestées. Par qui? Par l'administration, forcément. Alors, la distribution de la majeure partie du dividende à des enfants minoritaires en capital ne constitue pas une donation indirecte et n'est donc pas taxable au droit de mutation à titre gratuit. Alors, voici donc l'arrêt. C'est l'administration fiscale qui, bien sûr, a attaqué, puisque ici, on arrive à transmettre un patrimoine en franchise de droit de mutation. Mais voici la décision de la Cour de cassation. Mais je ne m'appuie pas sur un arrêt de la Cour de cassation pour bâtir des stratégies fiscales. Ça n'a pas de sens, c'est très fragile. Ma motivation économique, où est-elle? Donc, l'arrêt dit qu'il ne peut pas y avoir donation. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait donation, il faut un appauvrissement. Il faut que le donateur s'appauvrisse actuellement et irrévocablement. Or, la distribution d'un dividende inégalitaire ne peut pas constituer une donation. C'est impossible. Voilà. La répartition future d'un dividende inégalitaire ne peut pas constituer une donation. Une donation ne peut porter que sur des biens présents dans le patrimoine. Un dessaisissement actuel et irrévocable. Donc, un dividende ne peut pas constituer l'objet d'une donation. Mais vous voyez bien que, quand même, alors, l'instruction fiscale a intégré cet arrêt et elle précise que l'insertion d'une clause statutaire de répartition inégale peut constituer un abus de droit fiscal. Alors, certes, bien sûr, mais voilà. Donc, l'administration fiscale a eu l'occasion d'étudier mes statuts avec des répartitions inégalitaires qui ont été prévues, mais ce n'est pas parce qu'une répartition inégalitaire est prévue qu'elle est interdite. C'est ce qui est éventuellement répréhensible, c'est l'utilisation qui en est faite. Et on a vu que, oui, je crois que vraiment il y a toujours un risque de prévoir une distribution inégalitaire au profit des enfants, dès lors que l'objectif est principalement fiscal. Parce que cet arrêt-là date d'avant le principalement fiscal, c'était le but exclusivement fiscal. Mais l'administration fiscale ne va pas attaquer sur la qualification de donation indirecte, puisqu'il n'y a pas de donation. Mais elle peut attaquer sur le but principalement fiscal. Donc j'ai lu des articles disant vous pouvez y aller puisque la Cour de cassation écarte l'abus de droit fiscal. À mon avis, c'est un défaut de raisonnement. Et l'administration fiscale, même si elle a attaqué sur des répartitions inégalitaires, elle est en contradiction avec elle-même, puisqu'elle précise dans une instruction fiscale que la convention antérieure à la clôture de l'exercice de droits différents
de droits différents au bénéfice de celle du pacte social, eh bien à ce moment-là, la fiscalité doit tenir compte de cette répartition inégalitaire, tout simplement. Donc vous voyez bien qu'elle valide les répartitions inégalitaires de résultats. Mais ce qui est critiquable, c'est l'utilisation qui en est faite. Deuxième pratique de mauvais conseiller, c'est l'affectation des bénéfices en réserve et la distribution de dividendes au profit des nus propriétaires. Là aussi, où est la motivation économique? Si je fais toujours pareil parce que la Cour de cassation a décidé que ce n'était pas de l'abus de droit fiscal et que je me plonge là-dedans, je suis un mauvais conseiller, tout simplement. Donc, ici, voilà la décision de la Cour. Toujours pareil, l'administration fiscale a qualifié l'opération en donation à tort. Pourquoi? Parce que, toujours pareil, une donation ne peut porter que sur des biens présents dans le patrimoine. Donc, et encore faut-il, pour qu'il y ait donation, il faut un appauvrissement du donateur. Or, ici, si j'affecte le bénéfice, il appartient à qui? À la société. Si je décide d'affecter le bénéfice en réserve, je ne consens aucune donation, puisque je ne possède pas les sommes. Les sommes sont possédées par la société. Donc j'affecte en réserve, et comme la jurisprudence dit que, mais sauf clause contraire, mais si je laisse parler la jurisprudence qui affirme que les sommes prélevées sur les réserves reviennent aux nus propriétaires, eh bien voilà, je ne suis pas dans l'abus de droit. Voilà. Donc l'affectation en réserve par l'usufruitier et distribution en faveur de nus propriétaires. Donc voici les différents arrêts. Au cours de l'Assemblée générale ordinaire, l'usufruitier décide d'affecter la totalité du bénéfice en réserve et derrière, une autre Assemblée décide, le même jour, de distribuer les réserves au profit des nus propriétaires. La Cour de cassation ne conteste pas. Le fruit ne naît qu'à partir de la décision prise en Assemblée de distribuer un dividende et qu'avant cette décision-là, l'usufruit n'appartient à personne. Il appartient à la société. Les bénéfices n'appartiennent qu'à la société. Quasi-usufruit sur le dividende en espèces provenant des réserves. Donc voilà, le dividende provenant des réserves facultatives reviennent aux nus propriétaires. Mais dès lors que le dividende est versé en espèces, l'usufruitier exerce un quasi-usufruit, sauf clause ou convention contraire. Donc voilà, alors c'est aussi la libre répartition ici, méfiance du schéma. Méfiance du schéma, dès lors que, il ne faut pas dire que c'est toujours systématiquement de l'abus de droit. Voilà, la règle, toujours, c'est la même. Droit dans ses bottes, la motivation économique doit l'emporter sur les considérations fiscales. Alors, j'applique un schéma assez fréquemment, je ne fais pas beaucoup d'études, mais il m'arrive que, alors je ne fais pas de démembrement, mais il arrive que une personne morale à l'IS détienne des parts d'une société civile à l'IR en pleine propriété et que des personnes physiques ou des personnes morales à l'IR détiennent également des parts en pleine propriété. Eh bien, pour la part des bénéfices sociaux qui est laissée à la disposition de l'associé à l'IS suit les règles de l'IS. Donc, on est à l'IS non pas à proportion du capital. Imaginons que la holding à l'IS détienne 1% du capital de la société civile à l'IR, sans nécessité de recourir au démembrement de propriété, et qu'il est décidé, même statutairement, que le bénéfice, 99% des bénéfices est laissé à la disposition de la holding à l'IS, on n'a plus de revenus fonciers à payer. On est tout à l'IS. Et si, 30 ans plus tard, on décide qu'on est à une autre répartition de bénéfices, ou qu'on coupe le lien
qui existe entre la personne morale à l'IS et la société civile à l'IR, eh bien, on est dans le champ des plus-values immobilières des particuliers. Donc, quand j'entends vivre à l'IS, mourir à l'IR, je trouve ça d'abord ridicule, parce que si vous faites mourir le client, comment voulez-vous qu'il profite de son patrimoine? Donc ça, mourir à l'IR, c'est stupide. Il faut réfléchir un peu, je pense. Mais donc il y en a qui disent « Ah, ben, la société en commandite simple, c'est mieux. Ben, » J'en sais rien. Mais je n'ai pas trouvé de motivation économique à la société en commandite, à part la répartition inégalitaire entre commandité et commanditaire. Donc, dès lors que je n'ai pas de motivation économique, je ne fais pas. Mais dans ces schémas-là, sans recourir au démembrement de propriété, je peux avoir ici des motivations économiques qui l'emportent largement sur les considérations fiscales. Et voici les clauses auxquelles il faut être particulièrement attentif s'agissant des SAS et des sociétés civiles. Alors, c'est plus à l'ISF, c'est l'IFI. Voilà. Avez-vous des questions ?